Hello, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je viens d'arriver tout de suite, hein. Enfin je suis un tout petit peu en retard. Je viens d'arriver, j'espère qu'il n'y a pas de petits soucis techniques parce que j'ai fait ça un peu à la va-vite. Écoutez, oui, comme vous le dites dans les commentaires, ouais, c'est le débrief du SUM, le débrief du sel. J'étais à la finale de F4 France. Attendez. J'étais à la finale de F4 France ce week-end au Castellet. Toujours un plaisir, comme d'ailleurs j'ai pas loupé une seule finale depuis 2022, je pense. Donc c'est toujours un plaisir de revenir au circuit du Castellet, de voir tout le monde, de glaner un peu les informations après la finale, de voir quel sera le futur de chacun, etc. De voir le futur notamment des pilotes qui nous ont fait vibrer, qui ont gagné des courses, qui vont jouer le titre, etc. Sauf que bah il y en a un par exemple, bah en fait, pour continuer sa carrière, il avait besoin du titre. Et bah, le championnat est fini depuis 2 jours. Et on ne sait pas qui a gagné. Du coup, ça enlève un petit peu le sel de ce qui fait qu'on aime le sport auto, en fait. Euh, voilà, on nous a volé la finale de Formule 4 française. Je vais pas aller par quatre chemins. Alors, absolument rien contre les pilotes. Au contraire, d'ailleurs, même force aux pilotes qui sont impliqués dans tout ça. Taito Kato, Yannis Steven Edens notamment. Puisque voilà, les deux méritent leur titre. Il n'y a pas de, les deux pourraient mériter le titre. Il n'y a pas de souci. Mais voilà, les commissaires nous ont volé la finale, cette finale de F4 française. C'est juste. Franchement, je suis effaré. Je suis effaré. Et en plus, pour ceux qui n'ont pas suivi, il y a eu un deuxième vol le lendemain, hier, à la finale du volant Richard Mille. Donc pas de la F4 France, hein, plutôt de la F4 espagnole, vu que le volant Richard Mille, c'est censé donner une place en F4 espagnole chez MP. Le truc, c'est que voilà, il y a un Français qui a fait le temps le plus rapide avec 3 dixièmes d'avance, aussi qui a été aussi 2-3 dixièmes d'avance plus rapide que tout le monde en simulation de course. Et malgré ça, c'est pas lui qui a été sélectionné, alors qu'il a atomisé tout le monde, qu'il a 14 ans, donc plus jeune, 2-3 ans plus jeune que tous ses rivaux. Voilà, voilà. Donc bon. D'ailleurs, je remercie Andy Consani d'ailleurs pour le follow, pour le follow aujourd'hui. Je remercie aussi Virtual Saku, Lou MNR et Raphaël J. Beausoleil pour son Prime. Je sais pas si c'est son premier ou pas. Je remercie aussi Nick Strams pour son follow et je crois que j'ai remercié tous les follow depuis le dernier live. Voilà, franchement, ça va être un live un peu particulier, mais j'ai quand même eu le temps de préparer un petit diapo, évidemment. On va pas parler que de ça. Eh ben, attends, attends, Andy, t'as follow combien de fois la chaîne là? Attends, t'as pas follow 2 fois la chaîne? Je sais pas comment t'as fait. En tout cas, force Andy Consani, on va parler de toi un peu plus tard sur la fin du live pour revenir un peu sur le scandale du volant Richard Mille. Je suis sûr que Richard Mille a une condition de ne pas soutenir les Français. Je comprends pas. Il y avait 3 finalistes sur 6 qui étaient français, la moitié étaient finalistes. Les Français font premier, troisième et quatrième et ils prennent même pas un Français. Et surtout, ils prennent pas le Français qui a collé 3 dixièmes à tout le monde. Bon, écoutez, on va pas que parler de Formule 4 plus ou moins obscure, F4 France, F4 espagnol. On va aussi parler de... Bon, on va parler de F4 France bien évidemment, mais on va quand même commencer par la Formule 3. Il y a eu la première journée d'essai de Formule 3 d'après-saison aujourd'hui. Jimmy Elias, c'était hélas Jimmy. Oui, mais Jimmy Elias, c'était l'an dernier, ça date. Hein. Il était pas là cette année. C'est un vol de montre. On va d'abord parler aussi de la Formule 3. On avait 2 Français notamment engagés pour ces premiers essais. Et beaucoup de... Ah oui, d'ailleurs, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'annonces de pilotes qui vont dans le sens d'annonces de pilotes en Formule 3 pour la saison 2025, qui vont dans le sens de la liste qu'on a à ces essais. Tout simplement, voilà, vous avez accès à la liste complète pour ces 2 jours d'essai. En fait, il n'y a que 4 jours d'essai d'après-saison. 4 jours d'après-saison pour les pilotes de Formule 3, c'est encore avec les anciennes F3. On rappelle que dès l'an prochain, il y aura une nouvelle réglementation de voiture et voilà. Donc là, c'est un peu les derniers tours de roue de ces anciennes F3 qui ont été introduites en 2019, ce qui commence à dater. Hein, la monoplace date d'il y a 6 ans, donc voilà, ça commence à faire un peu.
Je confonds toujours Elias et Iglesias. Ah oui. De toute façon, les deux ont perdu le volant Richard Mille, l'un en 2023, l'un en 2023 et 2024. On en reparlera du volant Richard Mille. Ça fait 8,5 sur 12 pendant ce temps percis. Eh, pas mal mes prédictions du coup. Hein. Je pense que tu parles des prédictions de la grille F3. En vrai, 8,5 sur 12, ça se défend. Hein. Ça se défend. Euh, Content de voir que les perfs de Ella Lloyd en Wildcard F1 Academy ont été remarquées et gagne sa place de titulaire en 2025. Ouais, Ella Lloyd qui vient d'être annoncée pour remplacer Bianca Bustamante chez McLaren. Donc elle va rejoindre la F1 Academy après une 11e place en British F4 et de nombreux podiums à la clé. Donc félicitations à elle, elle mérite vraiment. J'avais été un petit peu déçu lors de sa pige à Singapour, en F1 Academy, mais pour moi, c'est forcément une favorite au titre au vu de ce qu'elle a donné en F4 britannique face au mec. Pour en revenir sur les essais de Formule 3, donc on a deux Français dans cette liste. On a Alessandro Giusti chez MP et Théophile Nael chez Van Amersfoort Racing. Donc deux Français dans deux équipes néerlandaises. Alors oui, et j'ai peut-être eu 8,5 sur 12, mais j'ai pas été foutu de prédire où les pilotes français seraient. C'est des choses que j'ai appris vraiment samedi, que j'ai vraiment appris sur le circuit, quoi. Donc, c'est plutôt des équipes pas dégueu, on va pas se le cacher. Pas peut-être, c'est pas non plus les top teams, mais c'est des équipes capables de jouer devant. On l'a vu avec Noël Léon, on l'a vu avec, je sais pas, chez MP par exemple, Franco Colapinto il y a quelques temps, etc. Franchement, les prédictions F3 ont été super nulles. 8,5 sur 12, c'est pas mal. C'est pas mal. MP et Williams renforcent leur lien, c'est intéressant et c'est à noter. Ça va être à noter, notamment. En tout cas, je sais pas si MP et Williams renforcent leur lien, mais je sais que ART et Williams s'éloignent. Et ça, c'est un peu la grosse surprise, visiblement. Alors, j'ai un auto-hebdo à rattraper parce que je pense qu'il parle un peu de ça, mais a priori, depuis la fin du deal avec Zach O'Sullivan, entre Williams et ART, il y a de la tension dans l'air. J'aurais préféré que Justi soit chez ART par fierté française. Bah ouais, j'espérais ça aussi. Surtout qu'ART a bien remonté la pente cette année. Donc un peu déçu qu'il n'y ait pas de français chez ART pour continuer la tradition des Pourchères ou des Martins. Écoutez, MP, Van Amersfoort, c'est peut-être pas les meilleures équipes, certes, mais encore une fois, c'est des équipes capables de jouer devant quand même. Et aussi, comment dire, il y a une nouvelle réglementation de voiture qui va arriver et qui va un peu rebattre les cartes. On rappelle que voilà, en F2, on s'attendait à ce que Prema et ART dominent. Résultat, ça s'est pas passé comme prévu et c'est Campos, Invicta et Hightech qui ont dominé. L'alliance Campos-Red Bull, c'est que en F2 du coup. Non, c'est pas que en F2. C'est pas que en F2. D'ailleurs, on en reparlera de la F4 française un peu plus tard. Enfin, de l'Eurocup 3, de ce genre de choses, etc. Non, l'Alliance Campos Red Bull le continue bien en F4, en Eurocup 3, en F2, mais bizarrement pas en F3. Donc c'est assez surprenant. Tramnit qui devrait donc rester chez MP. Je pense pas que Naël sera chez VAR l'an prochain, mais je le vois chez une autre équipe. Alors, pour moi, de toute façon, ça avait toujours été entre Trident et Dams. Le fait que, le fait que Naël fasse tous les jours d'essai chez Van Amersfoort, enfin fasse 3 jours avec Van Amersfoort, et pas d'autres jours dans une autre équipe, me fait dire que Naël va aller chez Van Amersfoort en fait. Enfin, le fait que il y ait très peu de turnover entre les différentes journées me fait dire qu'on a quasiment notre liste de pilotes pour l'an prochain. D'ailleurs, énormément de pilotes ont été confirmés. Ces derniers jours. On a eu notamment les officialisations de Brando Badoer, Hugo Choukou, Noah Stromstead, Raphaël Camara, Charlie Wurz. Qui d'autre a été officialisé? Marie Boya, Gérard Xier, Martin Stensorn. Et c'est déjà pas mal. Et Tuka Taponen, bien évidemment, chez ART. Mais sinon, il reste des places à prendre. On note des absences quand même assez importantes, notamment côté français, Sami Mektounif, qui, comme on le disait depuis... Ah oui, Tassana Point Trapouvasak, bien vu. Sami Mektounif qui a l'air de plutôt se diriger vers la Formule 2, tout comme Alex Dunn.
c'est ce qu'on avait pressenti déjà, c'est ce qu'on entendait ça et là depuis pas mal de jours, depuis pas mal de semaines même, et ça s'est confirmé une fois de plus avec cette absence lors des essais de Formule 3 cette semaine. Voisin a dit qu'il n'avait pas de budget pour les tests, mais heureusement il sera là l'an prochain. Bah alors, clairement, pour moi, il y a un pilote qui n'a un peu rien à faire là, c'est Freddy Slater. Freddy Slater qui est chez Rodin, qui est considéré comme l'une des pires équipes de la F3, sinon la pire équipe de Formule 3. On conjugue ça à l'absence de Callum Voicing, à qui il manque du budget, et en fait, ça fait sens. Pour moi, Freddy Slater ne sera pas en Formule 3 l'an prochain, et le fait qu'il fasse des tests avec Rodin, c'est un argument supplémentaire. Pour moi, il va pas faire de la F3, et exactement comme le dit Homero, Ugo Chukwu a fait exactement pareil l'an passé. Il venait de la Formule 4, comme Freddy Slater cette année. Il a fait des tests en Formule 3 en fin d'année, mais au final, il a quand même fait un double programme Freca GB3 pour voilà. Et en fait, il prépare juste le maximum. Il prépare l'année N plus 1, enfin N plus 2 même. Il prépare l'année 2026. Donc voilà, Freddy Slater qui a du budget à revendre, comme toujours, hein, comme Ugo Chukwu, hein, deux pilotes très similaires. Donc voilà. Et donc Slater chez Rodin, clairement il va pas faire la saison 2025 chez Rodin, il est juste là pour du roulage et pour potentiellement arriver en 2026 chez Prema, après peut-être des titres en GB3 ou en Freca, je ne sais pas à quel point ça peut se faire. Deligny va rester en Freca, ouais, il va rester en Freca a priori chez RS Grand Prix, la question c'est avec ou sans Red Bull, ça je ne sais pas. Sympa, le pilote numéro 2 chez Prema, énorme surprise quand ça a été annoncé. Il se pourrait que j'ai leak l'info sans faire exprès samedi dernier. Bon. Ouais, voilà. Faites attention quand vous faites des screens. Faites attention à ce que sur les screens, il n'y ait pas des notifications qui apparaissent de quelqu'un qui dit bad hour chez Prema. Voilà, je dis ça comme ça. Voicing ne va pas rester chez Rodin en F3, rassure-moi. Bah, le truc, c'est qu'a priori, il n'y a pas trop de place ailleurs, quoi. Donc, il n'y a pas trop de place ailleurs, donc voilà. Je suis d'accord pour moi. En vrai, il aurait pu prétendre à la F2, mais bon. Mais bon, voilà. A priori, Callum Voicing devrait bien retourner. Et encore une fois, en vrai, ça repart. Enfin, ça va redire. La hiérarchie va complètement changer l'an prochain. Donc, en vrai, c'est difficile de dire si c'est une mauvaise décision ou pas, en fait. Hein. Top 3 des meilleurs line-up pour toi, alors bah forcément Van Amersfoort et MP, vu qu'il y a Justin. Attends. Des meilleurs line-up ART, Trident. Puisque ART, franchement, Wharton, Van Eupen, Taponen. Wharton qui est deuxième de Freca, qui fait une énorme fin de saison. Tuka Taponen qui est pour moi l'un des tout meilleurs pilotes de sa génération. Et Van Eupen qui m'a vraiment très très agréablement surpris pour sa première année, même s'il... bon voilà, il a marqué 90% de ses points sur des courses sprint. C'était vraiment pas mal, alors que j'en attendais pas grand chose. Donc j'ai hâte de voir ce que ça peut donner sur une deuxième saison. Chez Trident, Raphaël Camara, champion Freca. Noah Stromstred, futur champion rookie de la Freca a priori. Bon, Charlie Vours, on sait pas trop ce qu'il fout là. En troisième meilleure équipe, je sais pas trop. Puisque le trio Prema, en vrai, pour moi, il y a surtout Badoer. Léon, en vrai, il a fait une bonne saison, mais je suis pas... Enfin... J'ai besoin d'en voir plus pour Noël Léon avant d'être convaincu. Ugo Chukwu, bon, malheureusement, c'est beaucoup trop prématuré. Et il mérite pas, en tout cas sportivement, sa montée. En vrai, c'est ouais, surtout ART, franchement, le trio, les trois pilotes peuvent être vraiment très 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 bons. Après, voilà, j'ai pas d'autre équipe qui peut se distinguer. Ouais, peut-être MP, voilà, avec le duo Tramnitz-Justice, c'est très 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 intéressant. Ouais, je pense que ça serait ça. Je pense que Badoer sera le leader de Prema, oui, je suis d'accord. Je suis d'accord. Ah, et puis bah il y aura le trio de Rodin. Ah, le trio de Rodin. Surtout si on ajoute Callum Voicing, Sharp et Bilinski, c'est pas dégueu. Ouais. En vrai, il y aura quand même on aura quand même une sacrée grille de Formule 3. Hein.
On aura quand même une sacrée grille de Formule 3 avec de super talents de l'Africa, de super redoublants, de super talents de la GB3. Euh, Deux podiums pour Bilinski, 2 podiums en 3 saisons de Freca dans une Trident, je le juge pas au niveau. Après, la Trident, c'est pas exceptionnel. Hein. C'est pas exceptionnel. Et Bilinski, là, il fait un bon retour de blessure. Et enfin, depuis sa blessure, il est très en forme et tout. Je. C'est vrai que le trio Rodin, si tu considères que Bilinski c'est le point faible, c'est pas dégueu. C'est sûr qu'il est pas du tout au niveau de Sharp, de Voisin ou de Slater, mais pourquoi pas, hein. Pour moi, la douche froide, c'est chez Hightech. Ah ouais, clairement. Moi, je m'attendais à du Dunn, Stenson, McIntyre. Ah, c'est compliqué. Il y a Stenson qui sera là pour mener l'équipe. Dufek, bah, s'il arrive à retrouver un peu son talent de la Freca qu'il avait parfois, pourquoi pas. Gérard Chier, c'est très irrégulier, c'est quand même assez léger. D'ailleurs, Gérard Chier qui avait du coup bien leak sur Discord et qui nous avait donné, voilà, il nous avait donné la prédiction pour la grille F3. Il nous avait, voilà. Je sais pas si Dufek c'est pour la saison. Oui, je sais pas non plus, hein, parce que budget, enfin financièrement parlant, normalement Dufek, il est pas si safe que ça. Donc Tsoloff à la pression avec cette grille, bah ouais, Tsoloff, il prend un risque énorme en faisant une 3e saison. Je je suis pas sûr de comprendre, hein. Les pilotes qui font une 3e saison, que ce soit en F3, que ce soit en F2, je pas convaincu, pas convaincu. Hightech fait rouler des pilotes payants parce que les pilotes qu'ils veulent placer n'ont pas de thunes, genre Kucharchik ou Cresswell. Ouais, ou McIntyre, je sais pas. Non, après, ouais, McIntyre, il refera une autre année de GB3. Je sais pas qui est pire entre Dams et X. Bah, X. Bah, Dams, il y a au moins Christian Ho qui sauve un peu le tout. Alors Dams, hein, qui a priori devrait venir, ça devrait être confirmé d'ici quelques jours slash semaines, Dams devrait remplacer Genzer. Et donc, voilà, on avait déjà eu la rumeur Nicolas Lacorté chez Genzer slash Dams. Bon, a priori, ça a l'air de se confirmer. Zagazeta, on l'avait entendu. Moi, je l'avais plutôt entendu en F2, mais bon, a priori, peut-être plutôt de la F3. Bon, ça reste extrêmement léger aussi. Cristiano, voilà, c'est le seul pilote pour moi qui tient vraiment la route. Et pourquoi pas, alors chez X, alors certes, Sagrera, c'est pas mauvais. D'ailleurs, il fait une bonne saison en Eurocup 3, il mène le championnat. Mais bon, ouais, j'ai du mal à être hypé. Il a déjà 20 ans, 21 ans. Il a fait beaucoup de saisons en GB3. À ce niveau-là, à ce niveau de formule régionale, à peu près sans vraiment percer. Je sais pas, vraiment pas très hypé. Et puis de toute façon, t'as Nils Coulen dans le lot qui, automatiquement, quand t'as Nils Coulen dans un line-up, ça rend ton line-up obligatoirement nullissime en fait. Donc moi je pense que Naël sera à la place de Zagazeta. Pourquoi pas? En vrai, pourquoi pas? Mais en fait, je vois pas pourquoi Naël, du coup, il ferait 3 jours chez Van Amersfoort. Et pourquoi il testerait que avec eux. Alors que, enfin, je... Pourquoi pas? Naël, c'est moyen. Comment ça, Naël, c'est moyen? Non, non, non. Non, d'ailleurs, plutôt bonne première journée. Bon, après, il n'y a pas franchement de grandes conclusions à tirer, hein, sur les temps des premières journées, mais a priori, pas trop d'erreurs de ce que j'ai vu. Franchement, oui, d'ailleurs, le trio Chevard, moi j'aime bien, hein. Naël, Bennett, qui a fini deuxième de GB3, je crois, et Ivan Dominguez. C'est pas dégueu, c'est franchement pas dégueu. Surtout si Naël, on arrive à le. Si Naël arrive à retrouver son niveau actuel. Voilà, si on peut passer entre parenthèses son passage entre les rounds 2 à 6 de l'Africa et qu'on retrouve le Naël de la F4 espagnole, de la Formule régionale Moyen-Orient ou de sa victoire en Freca, etc., pourquoi pas. Les essais post-saison, c'est vraiment fiable pour la grille de l'année prochaine? Alors oui et non. Moi j'ai envie de dire oui aujourd'hui, enfin pour cette année, vu que en fait le line-up change quasiment pas sur les 2 journées. Et par exemple, Van Amersfoort a été la seule équipe qui a annoncé son line-up aussi pour les essais de Barcelone de la semaine prochaine. Et ça sera encore Naël, Bennett, Dominguez. Donc voilà, pour moi, on dirait que ça paraît bon entre les trois. Bennett surcoté, je trouve. Ouais, c'est un très bon pilote, c'est un très bon pilote et qui a pris du temps.
Je pense qu'il a pris du temps avant de vraiment performer, mais non, non, il sera très bon. Hein. Pour moi, il sera très bon, mais voilà, vous attendez pas à le voir en F1 un jour. Hein. Tsolov toujours soutenu par Alonso. Alors je sais pas trop. Je sais pas trop. Je sais pas trop ça. Ouais, Bennett, il a fait 3 saisons de GB3, c'est vrai que ça fait beaucoup, mais voilà, en attendant, c'est un pilote qui est arrivé, je pense, à maturité maintenant, hein, vice-champion, et en étant ni chez Rodin ni chez Hightech, c'est franchement pas dégueu. Hein. C'est pas dégueu. Et en plus, il a pas fait de F4. Donc voilà, franchement, cette grille de F3, alors peut-être qu'on enlève Slater et on met Voisin à la place, mais franchement, c'est une très 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 belle grille de Formule 3. On pourrait toujours faire mieux, évidemment. On pourrait toujours... voilà, côté français, on pourra un peu regretter le fait qu'il n'y ait pas des pilotes comme Evan Gilter, comme Enzo Peugeot, etc., qui ont montré de très belles choses en Freca. Mais voilà, j'espère que leur heure viendra peut-être en 2026. Et voilà, une deuxième saison de Freca, c'est pas non plus infamant. Naël aussi aurait pu faire une deuxième saison. Voilà. Locke, Ramos, McTounif, Dunn ont disparu. Alors Locke, bah, visiblement côté budget, oui, enfin budget c'est compliqué, donc je pense on paraît plutôt partir sur une sortie de la monoplace. Ramos, grosse question. Grosse question. Alors Ramos, Esterson, c'est des pilotes qui ont aussi des discussions pour passer en F2, mais Esterson, avec quel budget, je comprends pas trop. McTounif et Dunn, c'est plutôt des pilotes qui sont partis pour aller en Formule 2. McTounif, normalement chez Trident. Alex Dunn, je sais plus trop quelle équipe. Je sais plus trop quelle équipe, mais a priori McTounif et Dunn, c'est deux pilotes qu'on retrouvera en Formule 2 l'an prochain. Formule 2, on devrait donc retrouver, devrait retrouver deux pilotes français. Avec Victor Martins qui ferait une 87e saison de Formule 2. Car évidemment, comme chacun sait, faire une troisième saison de Formule 2, c'est quelque chose qui débloque une carrière, qui permet que quand tu es champion dans ta troisième année de F2, c'est bien connu, ça t'ouvre tout plein de portes. Felipe Drugovich l'a montré, brillant réserviste d'Aston Martin depuis fin 2022, et Théo Pourchaire, brillant réserviste et Pôle emploi et influenceur Instagram avec sa copine. Bon, voilà. McTounif, bien peur d'une Novalak en F2. Ouais, c'est le risque. Après, Trident est moins perdu que à l'époque de Novalak. Donc, à voir. Mais c'est vrai que McTounif, clairement, il prend un risque en passant directement en F2. Il prend un risque. Il prend un risque, c'est sûr. Mais après, il aurait pris un risque aussi de rester en F3 avec une hiérarchie qui pourrait complètement changer, etc. Après, Novalak est monté avec MP. Oh, purée, j'avais oublié que ça avait été le coéquipier de Drogovic. Ah ouais. Bonsoir, Martins devrait aller en WEC chez Alpine. C'est une info ou juste une opinion? Parce qu'une opinion, je suis d'accord. Si c'est une info, bizarre, non? Je sais pas, enfin Ah, opinion! Ah oui, oui, opinion, je suis complètement d'accord. Mais bon, voilà, on paraît reparti pour une troisième année de F2. Voilà. Vous savez ce que je pense des troisième années de F2, hein, je le disais déjà haut et fort quand Théo Pourchaire l'avait... quand c'était une rumeur pour Théo Pourchaire fin 2022, pour moi ça n'a absolument aucun sens. Ça va juste tout à perdre. Juste tout à perdre. Bianca Bustamante, je sais pas trop ce que ça va devenir. Peut-être qu'elle va enfin quitter le monde de la monoplace. Ce serait peut-être bien. Donc écoutez, je pense qu'on a un peu fait le tour globalement de tous ces pilotes de Formule 3. En tout cas, franchement, moi je valide la grille. Je valide la grille. Après, Alpine ne veut pas de Martins en WEC qui prend jamais la place d'un des 6, minimum une saison de LMP2 avant. Ouais. T'as le résultat d'aujourd'hui en F3. Bah alors. J'avais le résultat de la matinée. J'avoue que là, vu que je viens d'arriver, donc je te recommande le merveilleux site Feeder Series et le merveilleux Twitter de Feeder Series. Unpopular opinion, Martin, ça devient un Auger 2.0. Ouais, très unpopular quand même, hein, faut se détendre. Hein. Bah, de toute façon, Andy, tu vois, c'est le même, voilà, c'est le même live timing que pour la journée d'hier.
live timing sur lequel on a pu découvrir que tu étais le plus rapide de la journée. Mais voilà, c'est le même live timing. Alors je sais pas si les chronos de l'après-midi étaient plus rapides que ceux de la matinée, mais c'est Martinus Tensand qui a fait le meilleur temps l'après-midi devant Boya. Honnêtement, franchement, le classement en tant que tel, ça veut franchement pas dire grand-chose, je pense. Hein. Je pense. Bon, j'avais aussi une deuxième diapo sur, voilà, en fait, sur cette grille de Formule 3. Bon, alors, on a Nils Coulen, 27ème de F2, qui est là, de toute façon, ex-Racing, ils sont là juste pour les vibes, hein, j'ai l'impression. Tim Tramis serait donc le meilleur redoublant. À voir aussi si Callum Voisin arrive, mais voilà, on aurait quand même des sacrés redoublants dans le lot. Au niveau de l'Africa, le nombre de pilotes qui viennent de l'Africa, alors certes, il y a le GB3 qui émerge, il y a l'Eurocup 3 qui émerge, mais en attendant, l'Africa, ça reste quand même la série référence. Le top 6 du championnat va monter, a priori. Les seuls pilotes du top 10 qui ne montrent pas, il y en a deux Français. Il y a donc Pedro Clerot, brésilien, Evan Gilter et Enzo Dellini. Bon, dommage. Et puis ensuite, d'ailleurs, si on va dans le top 15, c'est ensuite Zachary David qui devrait, a priori, prendre sa retraite, et Enzo Peugeot. Donc vous savez quand même beaucoup de Français qui sont un peu laissés sur le carreau et qui devraient refaire une deuxième année de Freca. Alpine n'est pas censé refaire toute son académie cet hiver. Je t'avoue que possiblement, après, Naël est passé P10 devant Dellini. Non, Naël est 11ème. Naël est 11ème puisqu'il a eu une pénalité lors de la course 2 que j'ai pas trop compris. Zachary David déjà à la retraite. Ouais, a priori Zachary David devrait arrêter le sport auto. A priori, on a l'air de se diriger vers ça, à moins d'un changement de dernière minute, mais on dirait qu'on arrête les frais. C'est pas un problème de budget, c'est juste, voilà, a priori on s'arrête là. Donc pour Alpine, je sais pas, j'avoue que vu que Alpine change de tête pensante, de pilote un peu tous les 4 matins, pourquoi pas, enfin je sais pas, j'ai pas d'infos sur ça. Which team are you expecting to rise in the ladder and which team will drop down in the standings? It's, as I said, it's impossible to predict because of the new regulation of cars that will be arriving next year, so it's impossible to predict, but I think ERT will be a very, very good team, very good lineup. Après, franchement, maybe Prema, it will be a bit more complicated. Mais sinon, l'Eurocup 3 va nous fournir plus de rookies que la GB3. Ouais, c'est bizarre, hein. C'est bizarre, mais l'Eurocup 3, c'est visiblement des pilotes qui ont un peu plus de budget, je pense, j'imagine. En gras, c'est les confirmés, c'est ça? Attends, puisque ça doit pas être à jour vu que le screen date un peu, mais oui, je crois que c'est ça. Ouais, en gras, c'est les pilotes qui sont déjà confirmés, mais tu vois, c'est pas à jour. Tuka Taponen a été confirmé. Raphaël Camara aussi. Voilà, ce qui serait bien, vu qu'il y a déjà quand même 12 sièges qui ont déjà été confirmés, ça serait bien que nos Français soient safe. Bon, a priori, voilà, on devrait avoir Justy, on devrait avoir Naël, mais c'est toujours bien de confirmer ça le plus vite possible. Du coup, Carrasquedo, il teste juste ou il sera là en 2025? Je pense qu'il va essayer d'être là en 2025. La question, c'est est-ce qu'il va pouvoir, puisque il fait 2 journées dans 2 équipes différentes. Donc pas super évident, mais ça veut dire que voilà, ça discute encore et que la grille est pas complètement définitive. Mais Campos, par exemple, on le voit. Enfin, Tsoloff a priori a un deal avec Campos depuis pas mal de temps désormais, et chez Van Amersfoort, Théo Finael a pas mal d'argent. Alors est-ce que Théo Finael pourrait changer d'équipe? Ça se repose pas sur grand chose, puisque voilà, Théo Finael va faire 3 jours sur 4 avec Van Amersfoort, donc voilà. Je me méfie de MP, on se rappelle d'Adrien David l'an passé. C'est vrai qu'Adrien David, on dirait que ça date d'il y a des années et des années, mais Adrien David avait bien testé en F3 chez MP, avec Tim Travnitz notamment. Donc c'est vrai que c'est jamais... Mais MP, ils avaient testé plusieurs pilotes différents, je crois. Attends. Ouais, ils avaient testé plusieurs pilotes différents, donc c'est des choses qui peuvent changer. C'est des choses qui peuvent changer. Il va falloir voir si franchement le line-up de Jerez cette semaine est le même que celui de Barcelone la semaine prochaine. Ça sera assez safe pour Alessandro Giusti a priori.
Et pour Mektounif, normalement, voilà, la rumeur dit F2 chez Trident, et voilà. Il est l'heure de passer au drame. Il est l'heure de passer au drame. Bon, la Formule 4 française, ce merveilleux championnat, la FFSA Academy, les commissaires de course, les décisions qui sont prises, les décisions qui sont annulées 4 heures après, en pleine course, comme ça, t'as tout juste le temps de faire appel, car il faut faire appel dans les 60 minutes, puisque sinon, bah voilà, donc on annule des décisions pendant la course quand les pilotes sont pas au courant. D'ailleurs, comme ça, les pilotes ne savent pas comment gérer leur course, puisqu'ils ne savent pas qu'il y a une décision qui a été annulée. Bref, voilà. Un appel qui va durer plusieurs semaines, un champion ultra provisoire en attendant la réponse de l'appel. Bon, Taito Kato a donc terminé le classement, enfin a donc terminé le championnat en tête du classement avec 6 points d'avance sur Yannis Steven Edens. C'est marrant parce que en quittant le circuit, moi j'avais Yannis Steven Edens qui était champion, j'avais Taito Kato qui était limite en larmes pendant plusieurs heures, inconsolable, etc. Donc moi, bon bah, j'essayais de trouver Yannis Steven Edens pour essayer d'avoir ma petite interview du champion, etc. Mais voilà, Yannis Steven Edens c'était chez les commissaires de course, et puis à un moment, bah moi j'avais mon train à prendre, et quelle ne fut pas ma surprise en arrivant en gare de Toulon, où je vois le petit tweet de Takuma Sato qui est là en mode Yeah, champions! Comment ça mon ref? Comment ça mon ref? Et donc au final, bah ça s'est confirmé. La pénalité de 10 secondes pour Yannis Steven Edens lors de la course 3. Je vais y revenir sur le pourquoi, sur la chronologie de tous les trucs. Et donc Taito Kato qui prend la tête du championnat quelques heures après la dernière course, devant donc Yannis Steven Edens. Mais voilà, un champion très provisoire puisque Yannis Steven Edens a fait appel, et les appels ça peut durer plusieurs semaines. On se rappelle notamment l'an dernier, Enzo Peugeot avait fait appel pour récupérer la victoire, une victoire lors du week-end de Misano, et il avait eu la réponse 6 semaines après, la semaine de la finale, et donc il avait réussi à récupérer sa victoire après appel. Bon, on verra ce que ça donne pour Yannis Steven Edens. Troisième, Jules Caranta. Jules Caranta qui finit donc à 14 points. J'ai fait une erreur du coup sur mon diapo. À 14 points et non 16. Voilà, bon, de toute façon, les trois pilotes ont été absolument exceptionnels. On y reviendra, on fera un petit topo sur chacun de ces pilotes, mais les trois sont promis à un grand avenir, et les trois nous ont fait vraiment rêver. Ensuite, beaucoup plus loin, 150 points derrière Jules Caranta, on retrouve Chester Kiefer, quatrième, qui a sauvé sa quatrième place après un week-end noir où il a alterné entre casse mécanique et réglage catastrophique. Cinquième, Augustin Bernier qui a quand même bien fini sa saison, même si voilà, je pense qu'il espérait quand même un peu plus. Mais voilà, Augustin Bernier qui finit ex-aequo avec Chester Kiefer, mais derrière au nombre de victoires. Sixième, Franck Porté-Ruiz devant Ryan Caretti, septième. Là aussi d'ailleurs, sixième et septième ex-aequo au championnat, mais Franck Porté-Ruiz devant au nombre de victoires. Huitième, Montego Mason devant Dylan Estre et le très controversé Gabriel Doyle-Parfait. Vainqueur de la course 3 avec probablement le dépassement de la saison. C'est vrai, je pense que on peut le dire, le dépassement de la saison en faisant un no rules. Voilà, Hydro a dû apprécier. Gabriel Doyle-Parfait, donc qui est 10e au championnat. On ne sait pas trop comment ça s'est fait, mais voilà, 10e. Devant Jules Roussel, mal récompensé avec une 11e place au final. 12e, Alex O'Grady, énorme Alex O'Grady. Voilà, j'en ai pas assez parlé cette année, mais vraiment, il a fait une saison exceptionnelle, le pilote irlandais, avec en loupant quasiment toutes les journées d'essai le jeudi. C'était le seul pilote à louper les journées d'essai le jeudi, donc énorme chapeau à lui. 13e, Leonardo Menia, 14e, Caldaras, puis ensuite Lung, Schultz, Alexandre Munoz, la très belle révélation de ce week-end, franchement très solide. Le premier français né en 2009, vainqueur d'une course de Formule 4, devant Arthur Dorisson, Édouard Borgna, et le 19e et le dernier pilote à avoir marqué des points cette année. Voilà, on a ce championnat, ce classement qui pourrait changer, ce classement qui pourrait complètement changer.
hallucinant de lui laisser cette victoire, c'est complètement hallucinant. Évidemment, voilà, on est obligé de parler de ça, parce que malheureusement, on aimerait parler en premier de la double pole de Taito Kato, on aimerait parler de, je sais pas, de la victoire d'Alessandro Munoz, qui a été vraiment ultra solide, vraiment sur la course 2, et même sur la course 3, franchement, c'était super, enfin, c'était vraiment super ce qu'il a fait. Il y a eu de très belles choses, il y a eu quand même une belle fin de saison d'Augustin Bernier aussi, il y a eu une très belle combativité de Kato, de Stevenson, de Caranta, etc. C'était génial, mais non. On ne retient qu'une seule chose de ce week-end, et c'est triste. C'est triste, puisque déjà, ça fait une mauvaise pub pour la F4 française en tant que telle. Et tout simplement, à cause de tout ça, on parle un peu moins des principaux acteurs du championnat. On parle un peu moins des pilotes. Pourquoi il y a un mec avec un seul round, Percy? Bon, quelqu'un sait ce qu'il devient plus généralement Weissenberger? Honnêtement, non. Je ne sais pas ce qu'il devient. En tout cas, il n'a pas fait le sport. Enfin, il n'a pas fait d'autres rounds. Il avait été sur une liste d'engagés en F4 espagnol à un moment, mais il n'a pas couru. Voilà. On ne sait pas ce qu'il adviendra de Paco Weissenberger. Et voilà. Advienne que pourra, en espérant qu'il puisse apprendre et grandir. Donc, voilà, j'ai titré ça. On s'est fait voler la finale, tout simplement. On a eu un gros scandale du début jusqu'à la fin, avec des commissaires surtout qui n'assument pas leurs décisions, qui reviennent sur leurs décisions à chaque fois. Course 1. Alors, oui, je sais ce qui s'est passé, hein, je sais ce qui s'est passé, mais bon, la FFSA a toujours pas l'air de communiquer dessus, donc voilà. Voilà, je pense que j'ai toujours pas trop le droit de communiquer dessus, mais en tout cas, il a fait des choses répréhensibles dans le paddock, on va dire. Voilà. Donc, course 1. Comment dire, attendez, ça a commencé comment? Parce qu'il s'est passé tellement de dingueries, que là, c'est dur de tout suivre. Ah oui, course 1, au départ, Yannis Stevenson en pole, Taito Kato qui partait en deuxième position. Taito Kato a pris un meilleur départ, et au premier virage, mais attention, c'est une action qui n'était pas diffusée, parce que voilà, la course 1 n'est pas diffusée. Yannis Stevenson était à la corde, Taito Kato était à l'extérieur, et Taito Kato a doublé en dehors des limites de la piste. Taito Kato a doublé en dehors des limites de la piste, ou alors Yannis Stevenson n'a pas laissé assez de place à Taito Kato pour faire son dépassement. Qui était devant qui était devant au niveau du point de corde? C'est là où est toute la confusion, et a priori vraiment en regard, enfin je n'ai pas vu les on-board, mais de ce que m'ont dit les ingénieurs, de ce que m'ont dit les pilotes, c'est franchement litigieux. Mais en attendant, une première décision avait été prise, ça avait été une décision de pénaliser Taito Kato de 3 secondes, et donc de donner la victoire de Yannis à Yannis Stevenson. Sauf que voilà, cette décision a été changée 4 heures après, lors de la pré-grille, lors de la pré-grille de la course 2, et Taito Kato a récupéré sa victoire, et Yannis Stevenson n'était pas au courant. Ça veut dire que Yannis Stevenson a couru la course 2 sans savoir que Taito Kato avait récupéré sa victoire. Donc, c'est pas super faire. C'est pas super faire, alors que, a priori, mais bon, ça, voilà, ça, c'est selon les points de vue de chacun, et c'est difficile à vérifier, mais a priori, Taito Kato, lui, il aurait été déjà au courant. A priori, il était beaucoup plus souriant, etc., machin. A priori, il savait qu'il avait récupéré sa victoire, alors que Steven Hayden ne le savait pas. Donc, pour moi, ça pose un petit problème au niveau de l'équité. Puisque voilà, Yannis Stevenson, il attaquait pas forcément de la même façon, selon s'il avait 8 points d'avance ou s'il avait 8 points de retard. Tu gères pas une course, en plus une course à grille inversée où tu dois forcément un peu attaquer. Bref, non, Taito ne savait pas. Ok, ça c'est un très bon point. C'est un très bon point qu'on ait ça. Ok. Ça c'est très bien, puisque clairement, moi j'ai pas, enfin, du côté de Steven Hayden, c'est pas ce qu'on avait l'air de dire en tout cas. Mais ok. Course 2.
Course 2, Taito Kato finit 5ème devant Augustin Bernier, devant Yannis Stevenedens et Jules Caranta. Augustin Bernier est pénalisé de 10 secondes. Alors je ne sais pas exactement pour quelle manœuvre, car pour moi il y a eu beaucoup de choses répréhensibles malheureusement dans ces courses 2 d'Augustin Bernier. Beaucoup de défense, de dépassement dehors des limites de la piste ou de choses comme ça. C'était enfin voilà, j'avais d'ailleurs critiqué un peu sur Twitter les défenses d'Augustin Bernier. Quand j'ai vu qu'il avait reçu 10 secondes, je me suis dit bon, ok, ça paraît logique. Et qu'est-ce qu'on a comme surprise quelques heures après? Les 10 secondes qui sont annulées. Pourquoi? Enfin bon, pourquoi? Voilà, c'est un peu aucun sens. Donc, Augustin Bernier qui de base était rétrogradé à la 17e position, et donc ça faisait gagner un point à Steven Edens, a été réinstallé à la 6e position et donc du coup a refait perdre un point à Steven Edens. Bizarre. Surtout pourquoi, puisque pour moi, voilà, malheureusement malheureusement, l'œuvre globale d'Augustin sur cette course, heureusement c'était mieux sur les 2 autres courses, mais voilà, pour moi Augustin il allait un peu trop loin sur la course 2 quand même. Voilà, pourquoi en fait les décisions sont changées comme ça quelques heures après, alors qu'il n'y a pas il n'y a pas l'air d'avoir d'éléments nouveaux, quoi. Ça fait beaucoup de bizarre, je suis d'accord. Je suis d'accord. Et donc voilà, ensuite il y a cette comment dire, il y a cette course 3 sous la pluie où là c'est la foire, c'est bon. Alors, il y a évidemment pas mal de choses. Il y a Taito Kato quand même qui se fait sortir 2 fois. Une première fois par Yannis Stevenedens au premier tour, qui permet notamment à Jules Caranta de prendre la tête, et la deuxième fois par Dylan Estre. Et là, il y a de la confusion. Il y a de la confusion puisque la première fois, quand Stevenedens sort Kato, Stevenedens reçoit comme consigne de laisser une ou la position, et en fait on ne sait pas à qui il doit laisser la position, et ça a été interprété a priori comme il doit laisser passer, enfin il doit perdre une position, et donc Steven Edens a laissé passer Estre, qui a ensuite, parce que Estre avait déjà, Kato était déjà beaucoup plus loin dans le classement. Donc il y a une confusion sur ça, sur est-ce qu'il fallait laisser passer tout le monde, dont Kato, ou est-ce qu'il fallait laisser passer juste une personne. Et visiblement, a priori, il fallait laisser passer tout le monde et Kato. Mais ça, personne l'avait vraiment compris. Et c'est pour ça que Yannis Stevenedens se prend ses 10 secondes, a priori. Donc, c'est litigieux. Pour moi, c'est franchement litigieux. En fait, ça dépend vraiment de ce qui a été dit à la radio, puisque Yannis Stevenedens, il peut pas inventer ce que veulent dire les commissaires, en fait. Donc, ouais, il peut pas inventer ce que veulent dire les commissaires. Et pour continuer sur les décisions des commissaires de course, voilà, les track limits, a priori, c'est visiblement optionnel. Sur un circuit comme le Paul Ricard, c'est un peu embêtant. Pour moi, c'est pas litigieux. Il a reçu l'ordre de redonner une place et il l'a fait. Ouais, mais non, a priori, voilà, Yannis Stevenedens, il a reçu des pénalités supplémentaires pour ne pas avoir réalisé cette pénalité, puisqu'il n'a pas relaissé passer Taito Kato. Mais la question, c'est qu'est-ce qui a été dit à la radio à Stevenedens? Est-ce qu'il a été dit, ouais, laisse passer, perd une position? Oui, il l'a donné à Estre, mais je pense que les commissaires voulaient qu'il la donne à Kato, sauf que Kato était déjà plus loin dans le classement. Donc, voilà, les commissaires voulaient qu'il laisse passer Kato, mais donc ça voulait dire perdre pas mal de place. Le message de la direction de course ne précisait pas Kato. Je suis d'accord. Non, mais je suis d'accord. C'est pour ça que moi, d'ailleurs, en sortant de la course 3, et d'ailleurs tout le monde en sortant de la course 3, tout le monde se disait, Yannis est champion, même si on ne sait pas pourquoi il y aura une pénalité de 5 secondes, il sera champion quand même. Sauf qu'il y a une pénalité de 10 secondes et que ça change tout. Doyle Parfait qui se prend 5 secondes sur son dépassement sur 40 A. Ouais, alors ça, il y a eu un petit débat avec Tom Evans sur Twitter. Franchement, pour moi, donc Gabriel Doyle Parfait qui a fait un dépassement sur Jules Caranta pour la tête de la course quand même, c'est pas rien. Au niveau des S de la verrerie, où globalement il coupe le circuit, où il fait, c'est vraiment, oui voilà, il coupe le circuit.
et il ne ralentit pas, c'est même pas il laisse passer 40A, il ne laisse pas passer 40A, mais il ne ralentit même pas, il continue, pied au plancher, comme si tout va bien, et voilà, et 5 secondes de pénalité pour avoir. Hey, t'as gagné un avantage en dehors de la piste. Mais là, c'est pas gagner un avantage, là, ce qui s'est passé. Enfin, et c'est dommage, parce que Doyle Parfait, il avait un rythme exceptionnel. Donc, il y a un monde où peut-être que Doyle Parfait, il aurait pu juste ralentir, laisser passer 40A et retenter sa chance après. Mais bon, au final, bah, calcul gagnant pour Doyle Parfait, qui a gagné sa première victoire en Formule 4, mais c'est la victoire la plus sale que j'ai vue depuis très 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 longtemps. Enfin, euh, je comprends pas. En fait, j'ai pas spécialement envie de lui tomber dessus. Je vais pas tomber sur un pilote de F4 qui, bon, certes, en est à sa deuxième saison, mais voilà. Enfin, le problème, c'est les commissaires de course. Enfin, ça devrait être une pénalité exemplaire. J'aurais pu même comprendre un drapeau noir, mais de façon plus logique, j'aurais compris un drive-through. Enfin, ça lui ferait mal si tu lui tombais dessus, certes. Mais je tombe dessus sur les commissaires, du coup. Euh, Bizarrement, on lui a pas donné de pénalité, sinon il aurait donné une position de plus à Steven Haydens. Bah oui et non, vu qu'au final, bah, Steven Haydens, il a reçu 10 secondes. Donc au final, ça change rien. Mais alors, sans partir sur les théories du complot, c'est vrai qu'il y a eu tout plein de décisions consécutives en faveur de Taito Kato. Maintenant, le fait que Steven Haydens sorte Kato au premier tour, enfin sorte, c'est un bien grand mot, mais Steven Haydens fait quand même un gros dive bomb sur Kato au niveau des S de la verrerie aussi. Bon, la pénalité de 5 secondes, elle peut être justifiée à ce moment-là, quoi. Euh, Taito le riche qui achète le titre. Je sais pas après, voilà, est-ce qu'il y a plus de. Non mais franchement, le truc qui achète le titre comme Gilter, mais franchement, le pire c'est que vous allez commencer à y croire à ces conneries, hein. C'est incroyable. Hein. Gilter et Peugeot, c'est deux pilotes qui n'ont pas beaucoup d'argent, donc voilà. Puis c'est Peugeot surtout qui faisait les appels, notamment qui a récupéré sa victoire à Misano, etc. Euh, Franchement, arrêtez de sortir des conneries comme ça, quoi. Euh, pour en revenir, voilà, à Steven Haydens et Kato, c'est vrai qu'il y a eu un enchaînement de décisions positives à Taito Kato. Franchement, comparé à Peugeot, Gilter, c'est Elon Musk. Ah ouais, carrément. Ah, carrément. Eh ben, oui, les 30 secondes à Manicourt, c'est vrai, les 30 secondes à Manicourt pour un incident de course, ou à la rigueur 5 secondes si tu veux faire quelque chose. Non, oui. Oh purée, j'avais oublié. Bon, on s'éloigne, mais en tout cas, mais d'ailleurs, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on peut dire, hein. Les décisions des commissaires de course, c'est malheureusement un gros sujet. C'est malheureusement un gros sujet depuis des années et des années. Et bah d'ailleurs, je l'avais dit sur Twitter, depuis 2021, on n'a pas eu une seule finale normale. La dernière finale normale, c'était en 2020. Tout le monde avait des masques, il y avait 14 pilotes sur la grille. Euh, Gilter a pas de sous. Bah oui, évidemment, Gilter a pas de sous. Enfin, je... D'ailleurs, on le voit, hein, on le voit, il passe pas en F3 cette année. Voilà. Bref, donc voilà, ouais 2022, ouais 2022 en fait ça a pas fait décision à cause des commissaires, mais c'était plus décision à cause du règlement, tous les points de barter qui n'ont pas été comptés, etc. Mais voilà, et c'est vrai que c'est à partir de 2021 où tout est parti en vrille avec l'énorme clash Masson-Capieto. 2023, bon bah voilà, finale Gilter Peugeot évidemment, avec voilà, 2024, on sait toujours pas qui est champion et ça c'est d'une tristesse absolue. Et au-delà de ça, il y a des décisions complètement incompréhensibles. Et j'en parlais après le week-end de Dijon. Il y a un gros souci sur le driver advisor qui aide notamment les commissaires à prendre des décisions et qui heureusement, alléluia, a été viré après ce week-end. Mais il y avait des gros conflits d'intérêts a priori, honnêtement. Ça aidait toujours les mêmes pilotes. Combien de fois j'ai entendu parler de l'accrochage entre Dylan Estre et Chester Kiefer lors de la course 2 de Dijon. On en parlait encore au Casteller. Voilà, il y avait des décisions qui n'avaient aucun sens. Et encore une fois, il y a eu des décisions qui n'ont eu aucun sens.
ou en tout cas un manque de clarté, un manque de visibilité, le fait qu'on n'ait pas aussi accès aux documents des décisions de course, aux documents qui justifient, etc., ça ajoute un peu à l'opacité du truc. Donc, tu m'étonnes ensuite que les meilleurs pilotes français de karting n'iront pas en F4 France l'an prochain. Ouais, bah... Euh, ouais, franchement, je suis dégoûté parce que c'est un excellent championnat. C'est un excellent championnat, mais là, les décisions des commissaires, c'est juste n'importe quoi. C'est complètement n'importe quoi. L'incident de Taito sur S, c'est plus Kato fautif. En vrai, il faudrait que je revoie les images. Je me suis même pas posé la question, et c'est vrai que moi, je l'ai vu depuis le bâtiment de la voie des stands avec un écran géant qui fait 2 cm sur 2 cm à l'autre bout. Euh, je sais pas trop, mais enfin... Est-ce que dans les clans Steven Eden et Kato, on avait l'air tendu? Bah, écoute, moi je suis parti... Enfin oui, oui, on était tendu. On était tendu, mais ce qui était bien, c'est que ça restait extrêmement convivial entre tout le monde, entre les pilotes en tout cas. Les pilotes restaient solidaires. Et ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment apprécié et qui n'a pas forcément été le cas des dernières finales. Mais Steven Eden et Kato, ou même Caranta, ils se sont pas montés l'un contre l'autre ou je sais pas quoi. C'était plutôt tout le monde contre les commissaires. J'avais l'impression que c'était un peu ça. Hein. Après, quand tu écoutes les pilotes qui ont déjà fait les tests avec les deux F4, la Miguel est critiquée. Ah ouais. Honnêtement, j'ai pas tant entendu ça. Hein. J'ai pas tant entendu ça. Je sais que la Migale, enfin, non d'ailleurs, ça s'est un peu corrigé. Je sais que la Migale au début était considérée comme un peu moins fiable parce que bah, elle était beaucoup moins éprouvée que la Tatus, mais sinon non, je sais pas spécialement de. En vrai, il en manquait un peu à Caranta pour jouer tout devant. Ouais, malheureusement sur ce week-end, ça a été un peu compliqué. Hein. Peugeot, Gilter, ils s'entendent bien. Bah alors de base, ouais, ils étaient super potes. Maintenant plus compliqué depuis la finale de F4 France. Hein. C'est dommage. C'est dommage, hein, puisque voilà, avant tout se passait très bien, mais dès qu'il y a une finale, Petit HS, tu sais pourquoi le chat était désactivé sur le live ce week-end? Ah bon? Peut-être qu'il savait qu'il y aurait du drama en commentaire? Non, bah sinon je sais pas. Je sais pas du tout. Euh... Attends, quoi, le royaume? De quoi vous parlez? Le royaume pour Yanis. Ah oui, oui, Yanis Steveneden, son principal soutien, c'est le RACB. Hein. C'est le RACB. Je fais des comptes sur le travail ensemble à propos du bac. Oui, c'est vrai. Alors, non, mais ils sont pas non plus pires ennemis. Voilà, hein, faut pas non plus. Mais voilà, l'entente est moins cordiale que l'entente est moins cordiale que à un moment, quoi. Mais c'est vrai que oui, je me rappelle quand Gilter et Peugeot ils s'étaient vannés sur le bac et qu'il y avait Justy dans le lot. En plus, c'était bien rigolo, c'est vrai. Oui, non, il y a 36, ouais, aussi, il y a 36 000 discussions en même temps, ouais, c'est difficile à suivre. Donc bon, bref, voilà, je vais pas me répéter 36 000 fois, surtout que c'est déjà des choses que j'ai dites sur Twitter, mais franchement, c'est d'une tristesse, hein. C'est d'une tristesse absolue, ces commissaires de course, en espérant, voilà, donc, il y aura il y a des changements, il y aura des changements en 2025, et c'est déjà une très bonne nouvelle. D'ailleurs, l'une des critiques qu'on peut faire d'ailleurs sur la F4 France, c'est que les courses sont très courtes. C'est des courses de 20 minutes. Et on est d'accord, quand il y a une safety car, globalement, ça enlève la moitié de la course. Et l'excellente nouvelle, c'est que il y aura un week-end de moins. C'est pas ça l'excellente nouvelle. Mais il y aura 6 week-ends au lieu de 7. Et comment dire, il y aura des courses de 30 minutes plus un tour, comme dans la plupart des autres Formule 4 d'ailleurs. Des courses de 30 minutes plus un tour. Et c'est d'ailleurs pour ça que Enzo Peugeot avait testé jeudi avec tous les autres pilotes de F4 France. Il testait les nouveaux pneus, des pneus plus durables, avec moins de dégradation. Et donc, quand il y aura une safety car, et bah ça va pas nous bouffer la moitié de la course. Donc c'est une excellente nouvelle. Tu sais qui est le collège sportif en F4? Est-ce que c'est le même que le GT4? Je ne sais pas. Bah, en vrai, ça doit facilement se vérifier sur ITS Results, puisque bah, si c'est les mêmes commissaires qui signent les documents, bah, ça veut dire que
Ça veut dire que voilà, c'est les mêmes. Il n'y a pas eu un problème de temps sur la course 3 parce qu'il me semble qu'elle a duré 20 minutes et pas 22. 20 minutes et pas 22. Bah les courses, elles durent 20 minutes. Et aussi, on a lancé sous safety car. Il n'y a pas eu de tour de formation. On a directement lancé sous safety car. D'ailleurs, là encore, pourquoi pourquoi décision des commissaires de course de rouler sous safety car? Franchement, la visibilité était parfaite. Il n'y avait pas franchement de soucis. C'est quoi la grille en F4 France l'an prochain? Alors, j'ai une excellente nouvelle pour toi. J'ai un article qui vient de sortir. Malheureusement, j'ai pas l'URL dans la souris. S'il y a quelqu'un qui peut mettre mon article d'aujourd'hui, je lui en serai éternellement reconnaissant. Alors, qui sera le plus rapide dans le chat? Merci beaucoup à Homero. Mon Who's Going Where in 2025, avec notamment les petites infos de qui de la promo 2024 monte en Freca, en Eurocup, en Endurance, en GT, qui redoublera, qui rejoindra la grille. Donc voilà, tout est un peu, toutes les infos sont un peu dans cet article. Taito Kato, bon, c'est un champion. Enfin, en fait, je suis dégoûté puisque à la fois pour Kato, à la fois pour Steven Eden, c'est pas comme ça qu'ils auraient voulu gagner le titre. Et même d'ailleurs, on le voit sur la photo de Takuma Sato, quand Takuma Sato annonce qu'il a gagné le titre avec Taito Kato, on le voit que Taito, il a un peu un sourire un peu... ça fait un peu Harold Hide the Pain, quoi. C'est bon, c'est un peu compliqué. Donc, bon... Voilà, il a fait preuve d'une vitesse vraiment très 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 intéressante tout le week-end. C'était encore une fois le plus rapide comme à Dijon. Mais voilà, il s'est fait sortir 2 fois en course 3. Et d'ailleurs, il a fait tout le reste de la course 3. Il n'a pas réussi à remonter parce qu'il avait la suspension un peu cassée. Donc voilà, à chaque fois ça se passe comme ça. Les deux sont dégoûtés, c'est nul. Bah ouais, c'est ça. Il a déjà chialé toutes les larmes de son corps parce qu'il pensait avoir perdu. Bah oui. Oui. D'ailleurs, hein, voilà, la photo, elle est bien, parce que sinon j'ai d'autres photos un peu plus tristes de Taito, mais je me suis dit, bon, on va quand même se calmer sur les photos. Donc bon, voilà, on verra ce que ça donne, s'il gagnera son titre ou pas. Pour l'instant, l'option principale pour lui, ça resterait la Freca. En voie. Non mais vous êtes des chiens, hein. Non, non, non. Non, non, non. Donc voilà, l'option principale pour lui resterait la Freca, mais j'ai pas réussi à déterminer quelle équipe exactement, donc à voir. Yannis Steven Edens, bon, voilà, j'ai mis un peu seul contre tous, puisque c'est vrai qu'on avait l'impression que c'était un peu ça. Je veux la tweeter quand l'appel de Yannis sera validé. Raison de plus pour pas te l'envoyer. Bon voilà, on va pas revenir sur les décisions des commissaires sur les 3 courses. Quel avenir maintenant, c'est la question. On rappelle, hein, je l'avais interviewé en tout début d'année, c'était le titre ou rien. Et là, on n'a pas le titre, on n'a pas rien non plus. Donc voilà, il y a quand même une incertitude assez globale autour de la situation de Yannis Steven Edens. Heureusement, pour l'instant, il y a quand même des tests de Freca de prévus. Il y a quand même des tests de Freca de prévus dès cette semaine avec ART. Donc ça bosse quand même derrière. Le RACB travaille, etc. Ils sont en train de travailler sur l'appel, ils sont en train de travailler sur son futur, etc. Mais voilà, s'il n'y a pas de titre à l'arrivée, est-ce qu'il aura quand même le budget pour monter en Freca? Je ne sais pas. C'est vraiment tout est dans les mains du RACB désormais, à la fois l'appel, à la fois le titre, à la fois le financement, le budget, la Freca, tout. Voilà, c'est une fin de saison très 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 particulière et pourtant il a été quasiment irréprochable et franchement, pour moi, honnêtement, ça a été le pilote le plus régulier sur toute la saison, tout en haut. Steven Edens va faire des tests avec ART en Freca. Bah, je viens de le dire, non? Il a montré qu'il était digne d'un soutien. Bah ouais, non mais clairement, par rapport à 2023, c'est le jour et la nuit. Tu te dis, Steven Edens en 2023, ouais, bon, c'est un bon pilote, ok, sans plus. Là, 2024, tu te dis, purée, il y a vraiment quelque chose.
Il y a vraiment quelque chose. Je dis pas forcément. Tu vas à peu près en parler quand du Richard Mille? Je pense dans une vingtaine de minutes. Reviens quand tu veux, on me dit. C'est quelle somme pour le champion de la F4? C'est à peu près. C'est à peu près l'équivalent de la saison de F4 en fait. C'est 130 000 environ. Non, 100 000. C'est un peu moins maintenant. C'est un peu moins. Je crois que c'est 100 000. Donc bon, on va voir ce que ça va. Ouais, voilà, 100 000. Ouais. Donc c'est moins que la saison de F4 qui coûte à peu près 130, 140 000. Quel avenir avec, ouais, donc, avec l'appel du RSF. Donc voilà, on verra ce que ça donne. En attendant, il y a des tests fréquents. On espère que ça va bien se passer et que peut-être ART pourra lui faire un petit rabais, une petite réduction. Ça serait assez sympathique. On parle de notre Français, notre meilleur Français du championnat, qui, je sais pas s'il peut forcément avoir des regrets, mais d'ailleurs, voilà, c'est pas 16 points, mais bien 14 points. Il finit avec 14 points seulement de retard sur le leader. Ce qu'il me disait, voilà, c'est que c'était un peu compliqué. Dès le début, il y avait un écart monstrueux avec Steven Hayden et Kato, vraiment dès les tout premiers tours de roue, où tu avais vraiment les deux qui étaient une seconde devant tout le monde. Tu as Jules Caranta qui a réussi à réduire un peu cet écart au fil du week-end, et sous la pluie, on voyait qu'il avait le même niveau que les deux. Mais voilà, il y avait cet écart qui était quand même monstrueux dès le début et qui était assez peu compréhensible. Mais voilà, donc c'est dommage que Dijon et le Castellet aient été un peu moins exceptionnels comme week-end pour Jules Caranta. La pression, je pense pas forcément, puisque voilà, justement, il avait son avenir sécurisé. Donc voilà, a priori, Jules Caranta a déjà signé. Donc voilà, il a signé chez Red Bull. D'ailleurs, comme je le mets, voilà, il va continuer la tradition des troisièmes de F4 France qui rejoignent le Red Bull Junior Team, comme Pierre Gasly en 2011, comme Isaac Hadjar en 2020 avant lui. Mais voilà, Jules Caranta n'ira pas en Freca, il ira en Eurocup 3. Ça n'a pas été annoncé officiellement, mais bon, voilà, c'est un secret de polichinelle désormais. Jules Caranta ira en Eurocup 3 et il fera aussi l'Eurocup 3 Winter Series, donc pas non plus de Formule régionale Moyen-Orient cet hiver. Voilà, donc évidemment, donc c'est aussi pour ça d'ailleurs que je disais ça en début de live, que je suis un peu surpris que Team Tramnitz, pilote Red Bull, n'aille pas chez Campos en F3, c'est que la coopération Red Bull Campos va au-delà de la F2, elle va aussi en F4 et en Eurocup 3. Eurocup 3, c'est pas fou quand même. Alors, la grille d'Eurocup 3, l'an prochain, va être beaucoup plus intéressante que cette année, avec les tout meilleurs pilotes de F4 espagnol, tout simplement. Donc, ça va être la saison la plus relevée de l'histoire du championnat, sans trop de soucis. Il y aura Ernesto Rivera, oui, a priori chez Campos. Donc, ça sera un championnat plus relevé que ce qu'on avait cette année. Ça reste une voiture plus sympa, plus agréable à conduire, peut-être où tu apprends plus de choses. Ça reste une voiture beaucoup plus à jour que la vieille Freca qui date de 2018, qui commence un peu à dater. L'Eurocup 3, c'est une voiture un peu plus à jour qui ressemble déjà plus à la future formule régionale qui arrivera en 2026. Il y a le DRS, non, mais c'est des voitures à effet de sol, si je dis pas de bêtises. Et on dépasse mieux, on dépasse beaucoup mieux. S'ils font pas de la merde avec les pneus, ça ira. C'est vrai que c'était aussi l'un des gros soucis, c'était les pneus Hankook. Les pneus Hankook, on se rappelle qu'il y a eu un gros souci avec tous les pneus Hankook depuis un an, à cause d'un an de l'usine Hankook qui avait brûlé en 2023. Ça commence à aller mieux, au fil de la saison, ça commence à aller mieux, la production recommence à tourner, etc. On a de nouveau des vrais pneus. Donc je me dis, bon, évidemment, je vous le cache pas, moi j'aurais préféré la Freca. J'aurais vraiment préféré la Freca, avec RS, avec Art Grand Prix, je sais pas. Mais voilà, on se dirige donc vers l'Eurocup 3 chez Campos, il y a quand même des beaux circuits, etc. Bon, voilà. Et on aura un beau niveau. Il faudra montrer de quoi il est capable face à un plateau international, face à des pilotes de premier plan, car non, ses rivaux, ça ne sera pas Luciano Morano ou Maximiliano Restrepo. Donc, l'Eurocup 3 est en train de grandir, tout comme la GB3. Voilà,
la FRECA est en train de perdre un petit peu en importance. Il y aura qui? Bah, tout simplement, en fait, vous prenez les meilleurs pilotes de F4 espagnol, il y a tout le monde. Voilà. Comme ça, je me mouille pas trop, mais vraiment, voilà, c'est les tout meilleurs pilotes de F4 espagnol, peut-être, je sais pas, le top 5, qui seront tous là. Vaut mieux suivre ce que Red Bull lui propose vu l'aide qu'ils ont. Ouais, Colnaghi, Gladish, ouais, par exemple, ouais, ouais. Même matière, a priori, même matière, ouais. Après, je sais pas à quel point c'est fiable, mais en tout cas, c'est ce que j'ai entendu, ouais. Il y aura du beau monde en Eurocup 3, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Hein. Je crois vraiment pas mal en Jules Caranta. Il a montré de très 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 belles choses sur sa première saison de monoplace, avec de superbes dépassements. Il a séduit Red Bull avec des temps très 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 intéressants sur des GP3, enfin, sur des F4 puis des GP3. Donc voilà, écoutez, c'est un nouveau challenge. Jules Caranta va passer à la catégorie supérieure. Et voilà, si ça se passe bien ensuite, bah on connaît la suite, hein, normalement. Campos F3, peut-être ensuite la F2, etc. Si on parle des meilleurs pilotes dans une F4 espagnole, où sera Andy Contani? Andy Contani, on en parle un peu plus tard. On en parle un peu plus tard, surtout qu'il est plus sur le live, et il m'a demandé de l'attendre. Eurocup 3 2025 supérieur à Freca 2025, alors peut-être pas quand même. Peut-être pas quand même, mais... Attends, il y aura... Bref, non, bah... Vu que je pense qu'il y aura a priori quand même Slater, il y aura... Ouais, il y aura Gilter, il y aura des pilotes du Japon a priori. Bah ouais, s'il y a Kato, s'il y a Steven Hayden, Deligny, Peugeot a priori, Clairot Yamakoshi, c'est vraiment pas mal non plus. Akshay Bora qui vient d'être sacré champion d'Euro 4, a priori... De toute façon, à un moment d'être dans une MP ou Campos, tu peux pas gagner en Eurocup 3. Ouais, ouais, c'est pour ça que c'est extrêmement bien qu'il soit chez Campos. Et en plus, voilà, il aura l'Eurocup 3 Winter Series pour se préparer. Donc voilà, c'est bien. C'est vrai que voilà, j'aurais préféré le voir en Freca, mais voilà, l'Eurocup 3, je pense que ça va être une alternative intéressante. On sait que Red Bull déteste, déteste la Freca, et je pense que ce qui s'est passé, enfin, voilà, la saison d'Enzo Deligny leur a montré que peut-être que voilà, il fallait vraiment pas céder aux pilotes et voilà, qu'il fallait rejeter la Freca en bloc. Bon, je trouve ça un peu bête, mais bon, tant pis. Et donc, qu'ils ont insisté pour mettre 40 ans en Eurocup 3. Bon, il y a eu une bataille dont j'avais parlé en preview. Deligny va vraiment rester dans le Red Bull Junior Team, je sais pas. Enfin, voilà, moi j'ai pas de nouvelles infos sur le sujet, j'ai du mal à l'imaginer quand je vois tous les pilotes qu'ils ont recrutés, dont notamment Jules Caranta, donc bon, à voir. À voir, je pense que Deligny a quand même pas mal de circonstances atténuantes sur sa saison, notamment côté moteur. Donc voilà. Au niveau, il y avait une bataille pour la 4ème place au championnat. Bon, au final, tout le monde s'est un peu tiré dans les pattes. Enfin, en fait, c'est déjà très mal parti dès les qualifications. Et au final, c'est Augustin Bernier qui a fait une belle progression au championnat, avec en passant de la 7ème à la 5ème position, ex aequo avec le 4ème. Bon. Voilà, c'était un peu décevant, un peu underwhelming comme bataille au final. Chester Kiefer, a priori, qui devrait normalement rester en monoplace, ou soit en Freca, ou soit en GB3, mais c'est seulement s'il arrive à trouver une équipe compétitive. Il n'ira pas dans une équipe style KIC Motorsport ou je sais pas quoi. Il est là pour être dans une bonne équipe, et si ça ne marche pas, il ira dans Porsche Carrera Cup, ce qui était le plan de base prévu avant qu'il se mette à performer aussi bien en monoplace. Franck Porter-Ruiz, alors oui, il y avait une question sur Franck Porter-Ruiz, je ne sais pas exactement le championnat, je sais pas je sais pas qui a posé la question sur Franck Porter-Ruiz. Bon, écoute, je retrouve pas la question. Je retrouve pas la question, mais Franck Porter-Ruiz, je ne sais pas dans quel championnat américain il va aller, mais clairement le programme, ça a l'air d'aller sur un championnat Road to Indy. Maintenant, c'est quoi? C'est l'Indy Pro 2000, l'USF Pro 2000, l'USF Junior, je ne sais pas. Je pense qu'il pourra avoir le niveau directement pour l'Indy Pro 2000, mais ou l'USF Pro 2000, je ne sais pas. Je ne sais pas, mais a priori le projet a l'air d'aller aux États-Unis. Ryan Caretti, lui, il paraît plutôt reparti pour faire une deuxième année après une deuxième moitié de saison un peu moins bonne. Et Augustin Bernier,
malgré le fait qu'il finisse 5e, devrait partir en endurance, peut-être du LMP3. Il y a eu des discussions au Castellet à ce sujet. Il y a quand même eu des belles histoires ce week-end. Oui, tout n'est pas non plus à jeter. La très belle histoire du week-end, c'était Alexandre Munoz. Tu sentais que tout le monde était content pour lui. Ça faisait plaisir à tout le monde. Tous les pilotes étaient ravis. Ça faisait trop plaisir à voir. Et dans ce week-end un peu chaotique, franchement, ça faisait du bien de voir autant de sourires désintéressés, enfin vraiment de la pure gentillesse qui émanait. C'était vraiment très très beau à voir. Euh, donc voilà, c'était un week-end. Il a ramené toute sa famille sur 73 générations. J'ai pas compris, hein. J'ai pas compris comment il pouvait y avoir autant de monde. D'ailleurs, c'est une photo qui a été prise, je crois, le lendemain de sa victoire. Donc peut-être qu'il a ramené, il a ramené plein de monde pour faire une photo. Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, c'est clairement un pilote normalement qui devrait redoubler, que je vais surveiller. C'était l'un des pilotes les plus jeunes, l'un des seuls nés en 2009. Voilà, gros week-end de sa part, aussi sous la pluie, très très bon là encore. Je crois il finit 5e au final. Donc voilà, vraiment félicitations à lui. Et donc voilà, il y a cet article, dont qui est sorti hier, de qui va où en 2025. Voilà, ça reprend un peu ce que j'ai dit, notamment pour voilà, le futur de Kato, de Steven Edens, de Caranta, de Kiefer, etc. Tous ces pilotes-là. Mais il y a des infos aussi sur des pilotes dont je n'ai pas forcément parlé, style Leonardo Megna, style ce que va faire Gabriel Doyle Parfait. Ça se termine que tout le monde dans le paddock soit bienveillant envers Munoz, et à ce chauffeur de Vetaspin qui vanne à la première occasion. Euh, ouais, non mais voilà, Alexandre Munoz qui devrait redoubler, tout comme d'ailleurs d'autres pilotes français, style Lisa Billard forcément, Arthur Dorisson, on espère que ça va mieux se passer aussi cette année, que ça va mieux se passer l'année prochaine comparé à cette année qui a quand même été assez laborieuse. Euh, euh, mais donc voilà, il y a tout plein de petites infos que j'ai récoltées au Castellet, des pilotes qui partent en GT, qui partent de la monoplace, qui redoublent, et des pilotes qui arrivent, notamment pas mal de gens de chez Feed Racing a priori, dont notamment Malo Bollier, gros palmarès en karting et vainqueur de Feed Racing. Lisa, c'est quoi l'objectif en F4 l'an prochain? Bah Bah je sais pas, parce que c'est vrai que les débuts de Lisa Billard, j'étais vraiment content de son premier week-end, euh, mais il n'y a pas eu la progression que j'avais espéré sur les week-ends de Dijon et du Castellet. Donc je sais pas trop ce sera quoi ses objectifs, mais euh, mais voilà, elle sera mieux préparée, elle sera voilà, c'est ultra difficile à dire. À part Feed Racing, personne veut join ou quoi? Bah en vrai. Pour l'instant, en tout cas, des autres pilotes qui sont un peu ailleurs dans les autres championnats, en tout cas dans les hautes sphères du karting international, style Louis Iglesias, style Jimmy Elias, style Andrea Dup, etc. Pour l'instant, ça discutait plus avec la F4 espagnole, la F4 italienne, etc. MP Campos, etc. Donc voilà. On peut parler de la perf légendaire de Burko, ouais, Alexander Burdo. Alexander Burdo qui devrait faire la saison complète l'an prochain. Bon, je sais pas trop ce qu'il fait là, mais voilà, premier week-end de course, premier week-end tout court. Voilà, il part de très très loin, mais a priori il va beaucoup s'entraîner pendant l'hiver pour être à un niveau un peu plus acceptable. Bon, je... Dupe chez Prema. A priori non. Dupe ne devrait pas aller chez Prema, hein. Finalement. Mais il y a des discussions, notamment avec Campos, MP et Campos. Donc à voir ce que ça donne. Burdo, il était à cheval. C'est marrant vu qu'il vient de l'équitation. Donc ça c'est très drôle, mais j'imagine que tu dois être au courant pour faire la vanne. Et puis après, il y a toujours d'autres gens qui viennent en F4 France en dehors de Feed Racing, mais c'est beaucoup plus dur d'avoir des informations, honnêtement. C'est plus dur d'avoir des informations quand ils viennent de un peu nulle part en quelque sorte. En tout cas, parmi les pilotes français de karting, pour l'instant, j'ai pas entendu forcément grand chose. La F4 Espagne. Alors, je vous avoue que moi, du coup, j'étais focus que sur la F4 France, donc
On va bientôt parler du volant Richard Mille, puisque c'est en lien avec la F4 espagnole. Kino Lazari, qui est toujours en tête du championnat malgré la double victoire de Mattia Colnaghi, vainqueur du volant de... Franchement, le volant Richard Mille, ça m'a dégoûté. Enfin bref. Voilà, volant Richard Mille, trop cool, ouais, trop cool. Donc, énorme week-end de Mattia Colnaghi avec une nouvelle double victoire qu'il avait déjà fait au Castellet. Maciej Gladiš, toujours un peu dans le coup avec un nouveau double podium. Juan Cota, bah écoutez, qui a confirmé l'excellente perf de Valencia avec un double podium. On a ensuite Rivera sur la meilleure des compos, Strauven, Flusha, etc. On descend un peu le classement. On a les pilotes Red Bull Junior et Gauzy, toujours 8ème. Tard Vanishcool, week-end catastrophique en 13ème position. Bon, voilà, hein, les favoris du début de saison sont bien loin du compte, hein, quand même. Hein. Attends, Andy, avant d'insulter Richard Mille. Ouais, je sais, j'attends qu'il revienne. Hein. Colnaghi, il est italien. Il est italo-argentin, mais il roule sous licence italienne. Egodi, désastreux pour un mec à sa deuxième saison, je vois pas comment il pourrait rester. Andy Consani qui est là, et bah ça tombe bien, car on va parler du volant Richard Mille. Le volant Richard Mille, vous savez, il y a plusieurs volants. Les volants, normalement, c'est quelque chose où les pilotes sont à voiture égale et le plus rapide gagne une place en F4, France, Espagne, etc. Machin. On connaît le volant Field Racing qui récompense notamment le pilote le plus rapide qui fait la meilleure moyenne sur 3 tours, qui est la plus rapide. Et on découvre désormais le volant Richard Mille qui récompense pas le plus rapide, qui récompense celui qui fait deuxième, voire même troisième à la rigueur. J'avais la haine. Franchement, j'avais la haine, puisque j'ai eu le lien pour suivre le live timing des qualifications, des courses, oui, puisqu'il y a eu des simulations de qualification, des simulations de courses, et dans les deux, Andy Consani était le pilote le plus rapide. Mais quand je dis le pilote le plus rapide, c'est pas le pilote le plus rapide, ah ouais, ce tour-là, il a été quelques millièmes plus rapide. Non, c'est 3 dixièmes en qualification, 3 dixièmes et demi plus rapide que tout le monde. Et en course, alors, il faudrait que si besoin, si jamais vous les voulez, mais j'ai les screens de tous les pilotes, de tous les tours de chaque pilote, il est, voilà, 2-3 dixièmes environ plus rapide que tout le monde. Malgré ça, il n'a pas été sélectionné. Et c'était pas forcément très attendu. C'était pas forcément très attendu. Et c'est Ehan Eijkmans qui a été sélectionné. J'ai pas compris. Et il y a eu un article de Formula Scout, nos confrères, nos rivaux de Formula Scout, qui est revenu sur le volant Richard Mille et qui a dit que Ehan Eijkmans a été sélectionné. Et au passage, ils mettent que Nicolas Todd, impliqué évidemment, enfin c'est le PDG de la société All Road Management qui organise ce volant Richard Mille. Nicolas Todd est directeur assistant de Birel Hart, l'équipe de karting d'Ehan Eijkmans. Bizarre, alors que Andy Consani, lui, ne roulait pas chez Birel Hart, mais roulait chez Sodi cette année. Donc c'est le pilote belge qui a été sélectionné pour aller chez MP en F4 espagnol, alors qu'il s'est pris une sacrée pilule hein, quand même par Andy Consani, et que même on aurait pu arguer peut-être que Louis Iglesias avait l'air d'être au moins dans les mêmes temps que Ehan Eijkmans. Donc voilà, c'est franchement dur à digérer, puisque voilà, Andy Consani, c'est pas un pilote qui va forcément avoir 36 000 options du fait de sa situation financière. Voilà, il va pas rebondir chez Prema ou je sais pas quoi, ou voilà, la situation financière est pas si évidente, donc pour trouver un volant, ça va pas être évident. Il y a quelques plans B qui existent, mais voilà, pour financer, ça va pas être évident, et j'espère franchement qu'il trouvera une solution, et j'espère qu'il trouvera une solution, peut-être en F4 France. Moi, je l'espère de tout mon cœur, en F4 France, puisque j'avoue qu'en plus, pour l'instant, la saison 2025 de F4 France, pour l'instant, il n'y a pas de gros crack français de karting, hormis Malo Bollier, mais bon, Malo Bollier, il a déjà 19 ans, il est pas trop dans une trajectoire de pilote de F1, alors qu'Andy Consani, il a 14 ans et il éclate des pilotes 2-3 ans plus âgés que lui. Donc, voilà, ça reste que
que des tests F4, ça reste que des choses comme ça, mais ça commence très bien comme début de carrière. Voilà, des tout premiers retours que j'ai eu sur lui en monoplace, ça a toujours été super, super, super intéressant. Non, pas dans ce championnat de merde. Non, attends, non mais les commissaires, ça va un peu changer. Moi, j'ai espoir. 14 ans, c'est pas trop jeune. Il aura 15 ans en février, je crois. Si je dis pas de bêtises, Andy Consani est né en février 2010. D'ailleurs, rendez-vous bien compte, c'est un pilote né en 2010. Voilà, hein, on est tous extrêmement vieux. C'est la première fois que je vais avoir des pilotes 10 ans plus jeunes que moi. Là, ça commence franchement, franchement à piquer. Mais donc, il aura 15 ans. Euh... Il aura 15 ans quand il débutera, quand on espère qu'il débutera l'an prochain. Mais donc voilà, j'espère que, je sais pas, R-Race, ART, j'espère que voilà, les équipes françaises aussi qui sont engagées en F4 italienne peuvent essayer de faire des petites réductions, ça serait sympa. Mais donc voilà, en F4 France, moi j'espérerais vraiment qu'ils viennent. Déjà pour que je sois un peu plus hypé par la saison à venir de F4 France, puisque moi, pour que je sois hypé dans une saison, surtout de F4 France, il faut qu'il y ait des gros talents de cartes en qui je crois, comme c'était le cas pour Jules Caranta, comme c'était le cas pour Evan Gilter l'année d'avant, comme c'était le cas voilà, d'Alessandro Giusti ou de Matteo Capietto les années précédentes. Si Bollier gagne la F4, même à 19 ans, il faudra quand même suivre de près. Je suis complètement d'accord. Mais je le vois pas dans une trajectoire de pilote de F1 Malo Bollier, alors que pour moi c'est un excellent pilote, et d'ailleurs il sera parmi les favoris pour moi honnêtement, mais voilà, je le vois pas en futur pilote de F1, je pense, puisque ça paraît un début extrêmement tardif, et il aura même 20 ans quand la saison débutera, donc bon, ça paraît compliqué. Pourquoi nos pépites françaises sont toujours en galère de sous alors que les Anglais sont des fils de riches type Berman, Slater, Norris? Je pense qu'il y a un peu plus de culture automobile au Royaume-Uni. Le sport auto est beaucoup plus soutenu là-bas. Après, voilà, il y a quand même quelques exceptions côté français qui confirment un peu la règle, style Théophile Nel, style Sami Mektounif. Et même, enfin, il y a des pilotes français qu'on considère pauvres, qui sont très riches, style Théo Pourchère, franchement. Ouais, Arthur Dorisson, moi, alors je sais pas si je le mettrais forcément dans les favoris après la saison compliquée qu'il a eue, mais au minimum pour moi Arthur Dorisson, ça sera parmi les outsiders de la prochaine saison de F4 France, hein, au vu de tout ce qu'il nous a montré en karting. Ça serait une erreur d'enterrer Arthur Dorisson, je suis d'accord. Hein. Je suis d'accord, surtout qu'il a montré quelques petits coups d'éclat de temps en temps assez sympas. Donc voilà, on espère tout le meilleur pour Andy Consani, et comptez sur moi pour continuer à en faire la propagande et essayer de faire un peu sa pub, puisque là, grosse révélation du volant Richard Mille. J'en avais déjà entendu beaucoup de bien avant, mais là, j'ai eu la confirmation avec des résultats, des timings, etc. Pour Cher, il est riche. Non, mais ça dépend riche par rapport à quoi, en fait. Ça dépend quel référentiel. Tu prends 100 pilotes français, je pense qu'il y en a 98 qui sont plus pauvres que Théo Pourchère. Mais voilà, quoi. Malheureusement, sa carrière a peut-être pas été gérée de la meilleure des façons non plus, je sais pas. Il a dû se faire une belle réputation avec ce genre de perf. Ouais, mais le truc, c'est que, honnêtement, en dehors de moi, il y a personne qui en parle. Même Formula Scout, même Feeder Series, etc. Ils ont juste dit, c'est Ian Ekemans qui a remporté le volant Richard Mille. Oui, mais c'est pas lui qui a fait la plus grosse perf, c'est pas lui qui a été le plus rapide. C'est un peu comme, alors je sais pas si c'est une super comparaison vu la saison de Dorian Pain actuellement, mais c'est comme au FIA Girls on Track. C'est comme au FIA Girls on Track où c'était Maya Vogue qui avait gagné, mais c'était Dorian Pain qui avait été la plus rapide sur la piste. Je suis désolé, mais pour moi ça n'a aucun sens ce genre de volant. Enfin, à la rigueur, quand il y a des pilotes qui sont vraiment ex-aequo ou à quelques millièmes d'écart, etc., ok, pourquoi pas. Mais quand t'as une marge comme ça de 3 dixièmes d'écart, pour moi, il n'y a aucun autre critère qui peut prendre le dessus. C'est ça le plus important dans le sport auto. C'est le chrono, c'est la piste. Et c'est pas une histoire de un tour qui a été le plus rapide. C'est vraiment la régularité, qualif, course.
Franchement, chapeau. Et donc voilà, j'espère vraiment de la F4 France ou un autre championnat de F4, mais j'espère en tout cas vraiment qu'Andy aura sa chance, puisque il faut pas qu'il croupisse une année de plus en karting, alors qu'on voit qu'il a complètement le niveau en F4. Sur la toute première session du matin, Andy était 1 seconde plus rapide, mais oui, enfin voilà. Et même sur les essais précédents, puisqu'il y avait eu quelques journées d'essais collectifs avant, Andy était quasiment tout le temps le plus rapide, avec une énorme marge. Donc voilà. Oui, oui, je savais pas si tout le monde, si tout le monde l'avait reconnu, mais c'est en effet, on passe le coucou au papa d'Enzo Dellini présent dans le chat. Donc bon, voilà, on espère que Andy Contini trouvera vite une solution, car il le mérite, il le mérite 1000 fois, quoi. La question, il y avait aussi, c'était un peu grillé le Shanghai. Oui. Il y avait aussi 2 autres Français engagés qui n'ont pas démérité. Louis Iglesias, Louis Iglesias, je suis forcément un peu déçu de Louis Iglesias, car c'était sa 2e année. C'était un peu sa 2e année dans le volant Richard Mille. Le fait qu'il fasse 2e/3e, c'est un peu, ouais, c'est un peu décevant, je pense. Iglesias, il a progressé en anglais. J'ai l'impression, il y avait quelques stories Insta de tous les finalistes, euh, et j'ai l'impression qu'il avait progressé en anglais. Mais bon, en dehors de ça, à la rigueur, je m'en fous en fait. À la rigueur, je m'en fous, c'est la performance sur la piste. Et j'espérais qu'il soit à un bien meilleur niveau vu l'expérience qu'il avait en monoplace, vu les tests qu'il avait fait, vu l'expérience de l'an passé, etc. Bon, c'est un peu décevant, et pourtant on sait qu'il a énormément de talent en... Qu'est-ce que tu racontes, les tailspins, c'est exceptionnel, hein. Mid, c'est exceptionnel. Mais donc bon, voilà, Iglesias exceptionnel en karting, ça, il y a clairement aucun souci là-dessus, mais en monoplace, voilà, j'ai besoin un peu plus de garantie avant de m'enflammer. Il y avait aussi Andrea Dup. À la réponse d'Omero. Ah, c'est parti, ah, c'est parti. Andrea Dup aussi, bon, qui a priori a plus de budget, d'ailleurs, qui rentre plus dans la catégorie des Théophile Nel, Sami Mektounif, etc. niveau budget, qui lui, il aura un programme de F4. La question c'est avec qui? En F4 espagnol, en F4 italienne, on ne sait pas encore, mais a priori, je m'inquiète moins sur lui. Et voilà, c'est un pilote qui a beaucoup progressé aussi. C'est un pilote qui a beaucoup progressé, et à voir ce que ça peut donner. Mais voilà, pourvu, pourvu que Andy Consani trouve une solution très vite. Et je vous avoue que voilà, moi en tant que rédacteur de la F4 France, s'il peut venir en F4 France, moi ça me ferait le plus grand bien, aussi pour mon intérêt hein, envers la prochaine saison de F4 France. Voilà, bon, il y avait aussi d'autres championnats. Il y avait l'Eurocup 3, Sagrera devant Christian Ho. Christian Ho d'ailleurs qui est... En fait oui d'ailleurs, c'est dingue le nombre de pilotes qui font les tests de F3 qui viennent de l'Eurocup 3, alors que la grille est franchement pas folle comparée à celle qui arrive l'an prochain avec notamment Jules Caranta. Mais voilà, on a Sagrera, Ho, Delpino, Carrasquedo, Garfias, Soloff... Et c'est à peu près tout. Je pense que c'est déjà pas mal comme pilotes qui font les tests de F3 actuellement. Euh... Iglesias, ça va où du coup? Bah je sais pas. Bah je sais pas, parce que moi j'étais persuadé que ça serait tout tracé chez lui, chez MP, avec le volant Richard Mille. Là, je sais pas. Tu penses vraiment que Jules ira en Eurocup 3? C'est pas je pense, je sais. Je sais. Je sais qu'il ira en Eurocup 3 avec Campos. Hein. Sur les pilotes sur lesquels j'ai le plus de doutes, c'est les pilotes que je connais un peu moins qui viennent de F4 espagnol. Les pilotes qui viennent de F4 espagnol, j'ai un peu moins de contact avec eux. Jules Caranta, oui, je lui ai parlé, je sais que ça ira en Eurocup 3. Quoi. Voilà, il y avait l'Euro 4 aussi avec une excellente surprise avec le titre final d'Akshay Bora devant Freddy Slater. C'est la première fois qu'un Indien s'impose dans un championnat de monoplace F4. Malheureusement, c'est pas un championnat certifié FIA. C'est dommage, mais grosse performance d'Akshay Bora qui devrait monter en FRECA, peut-être aux côtés notamment d'Enzo Dellini, à suivre.
Euh, Alors j'avoue que j'ai pas regardé les courses, mais je sais que c'est un gros bordel, hein. Mais c'est nul l'Eurocup 3. Non mais alors je suis d'accord que c'est nul cette année, hein. Je suis d'accord que c'est nul l'Eurocup 3, mais l'année prochaine, franchement, la grille de l'Eurocup 3 sera très 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 intéressante. Voilà, avec les meilleurs pilotes de la F4 espagnole notamment. Voilà, je pense qu'on est en train de vivre un petit bouleversement au niveau des formules de promotion où l'Africa va commencer à perdre sa suprématie petit à petit, notamment avec Alpine qui devrait partir de l'Africa fin 2025. On va se retrouver peut-être avec, comme il y a quelques années, où l'hymne de la F4 indienne, oh, il faudrait que je le retrouve. Quelques années où on a plusieurs championnats de niveau à peu près équivalent, comme on avait la Formule Renault Eurocup 2 litres, comme on avait, je sais pas, l'Euro Formula à tard l'époque, qu'il repose en paix, hein. Apparemment, Alpha peut récupérer le truc comme. Oui, oui, non, mais c'est l'Africa va pas disparaître, mais c'est juste que l'Africa va devenir un truc 100% italien avec l'ACI, le WSK et peut-être Alfa Romeo, ce genre de truc, quoi. Et l'Eurocup 3, enfin, voilà, il y aura plusieurs championnats importants de ce niveau-là. Il y aura le championnat italien qui sera la formule régionale européenne par ACI, WSK. Il y aura la GB3 britannique et il y aura l'Eurocup 3 espagnol. Et voilà, on aura des championnats de niveau à peu près équivalent et qui seront, et les meilleurs pilotes de ces championnats iront en Formule 3. Voilà. Il y aura un représentant français au FIM Motorsport Games, j'ai aucune info là-dessus. Et à partir du moment où je sais que c'est pas Jules Caranta, où je sais que c'est pas Augustin Bernier, je vois pas l'intérêt. Je vois pas l'intérêt. Euh, à moins qu'on ait une exceptionnelle surprise, mais d'un crack du français qui viendrait du karting, style, ouais, voilà, je sais pas, Iglesias, Dupe, Consani peut-être, mais je n'y crois absolument pas parce que il faut payer en fait, il faut payer pour participer au FIA Motorsport Games. C'est pas genre la FFSA qui sélectionne un pilote et qui l'envoie. C'est pas ça, c'est vraiment il faut payer pour faire cette course en plus et bah du coup, bah quand t'es Jules Caranta, t'as pas spécialement envie de payer, je sais pas, 40 000, 50 000 euros en plus, quoi. Et Consani a pas l'âge, en plus, bien vu. Excellente remarque, vu qu'il a encore 14 ans. Bon. Un avis sur l'engagement de Hard Grand Prix en F4. Bah, comme je l'avais dit sur la preview jeudi dernier, bon, je savais qu'il fallait pas s'attendre à grand chose, que ça allait être pour les pilotes de F1 Academy, etc. Moi, ce que j'attends de voir, c'est qu'est-ce que ça peut donner en 2025. Est-ce que ça va être plus que un programme supplémentaire pour les pilotes de la F1 Academy, ou est-ce que c'est un vrai programme et ART s'implique vraiment dans la F4 italienne et donne sa chance notamment à des pilotes français au hasard, voilà, hein. Non mais en tout cas voilà, qui donnent leur chance à des jeunes talents. Ils vont arrêter d'envoyer des ingénieurs en F4 FR. Ah, je sais pas. En vrai, je sais pas, je pense pas. Je pense pas que ça soit lié, puisque Saint-Eloc, ils sont en F4 espagnol et en F4 française, donc je pense pas. Mais j'ai pas posé, je ne sais pas. J'ai rien entendu en tout cas à ce sujet. Voilà, pour en venir à l'Euro 4, Akshay Bora, champion, c'est la fête. J'ai hâte de voir ce que ça va donner en Freca l'an prochain. Et en F4 britannique, bon, le titre était déjà scellé, il l'est un peu plus, avec une nouvelle double victoire de Deegan Fairclough qui a atomisé ce championnat. Abby Pulling termine 7ème et Ella Lloyd termine 11ème. C'est un peu dommage qu'elle termine en dehors du top 10, mais voilà, sa pige de F1 Academy lui pèse un peu au final. Mais quand même, Ella Lloyd, il y a 4 podiums. 4 podiums, donc franchement félicitations à elle. Léo Robinson, le pilote algérien, termine 6ème avec quand même 3 victoires, ce qui est franchement pas dégueu. Et Rojon, je ne sais pas. Je sais pas du tout ce qu'il va faire, hein, Rojon. Bon, il n'y a pas du tout d'outro à mon diapo, vu que de base j'avais prévu de finir par la F3, mais la F3 on en a déjà parlé. Si vous voulez suivre un peu ce que j'ai dit sur la Formule 3, ça sera en rediffusion sur YouTube. Pardon, je t'ai un peu fait maçon. Comment ça, maçon? Bonne soirée tout le monde, je dois y aller. Bah écoute, de toute façon, en tout cas tout le meilleur pour toi et peut-être à bientôt. Et de toute façon, on a bientôt fini notre live aussi.
Arthur Aujon, je sais franchement pas ce que ça va faire l'an prochain après, après la GB3. Peut-être une troisième année, hein, c'est pas impossible. Hein. John Bennett l'a fait par exemple. Esteban Masson ira où? Esteban Masson, il est en endurance. Hein. Je sais pas où. Toyota. Eh ben écoutez, on a une réponse. J'avoue que moi je suis focus sur la monoplace. Hein. Dès que les pilotes sortent de la monoplace, ça. Moi je. C'est plus trop de mon registre, j'avoue. Bon, en attendant, je ne sais pas quand sera le prochain live, puisque je vous avoue que le week-end qui arrive, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose, il y a juste des formules de promotion japonaises. Je suis pas encore assez désespéré pour regarder ça, mais il y a quand même la Formule 3, enfin la deuxième journée d'essai de Formule 3. Arnaud qui est mieux informé que Percy, fin de carrière en vue. Ah, si vous saviez, ah, si vous saviez, il y a pas mal de mes infos qui viennent quand même de là. Hein. C'est plus facile. Hein. Moi, je suis pas tout le temps sur le terrain. Hein. Je serai sur le terrain à Monza normalement pour la finale de l'Africa, mais voilà, je suis pas autant sur le terrain que que je voudrais l'être. Hein. Je suis quand même médecin à côté. Hein. C'est pas évident. Hein. Bon, écoutez, j'ai vu une histoire de F4 russe sur Feeder Series. C'est quoi? C'est un championnat russe de Formule 4, pas reconnu par la FIA évidemment, mais mais sinon voilà, ça sera un championnat très random. Je pense qu'avec des pilotes russes, mais c'est pas un championnat officiel FIA quoi. Hightech a retiré la livrée McLaren de la voiture de Stenson et il a enlevé le logo de son casque. Aïe! Ouais, alors Solof Alpine, ça j'entends de plus en plus parler de ça, que ça serait séparé. Hightech Stenson, enfin que Stenson ne serait plus avec McLaren, ça c'est intéressant. Après ça fait sens hein, en fait, puisque euh, McLaren va avoir beaucoup de pilotes en F3, notamment Brando Badoer et Ugo Gochukwu. Et a priori, ils ont l'air d'investir beaucoup sur Alex Dunn. Alex Dunn qui devrait monter en F2 avec un soutien de McLaren qui serait assez accru. Donc, à voir. À voir, et c'est vrai que la saison de Martin Stenson a été très décevante. Après, je trouverais ça un peu dur quand même de le virer comme ça au bout d'un an. Surtout que, enfin, ouais, non, c'est vrai que la saison de Dunn a été plus intéressante que celle de Stenson. Mais quand même, décision assez brutale de le virer en une seule année. Enfin, après une seule année. Dunn en F2, ça pue le plantage de première. Non, je pense pas que ça pue le plantage de première. Surtout que pour moi, la grille de F2 va être très faible cette année et qu'on va jouer sur des niveaux de grille aussi catastrophiques qu'en 2019. Donc, pourquoi pas? Je préfère ça plutôt que. Enfin, pour moi, voilà, redoubler en F3 sur l'année 2025, c'est dangereux. C'est dangereux. On a bien vu que redoubler en F2 quand il y a une nouvelle voiture qui arrive, c'est pas un bon plan. On passe la bise à Victor Martins. Donc en vrai, ça se tente hein, pour Dunn comme pour Mektounif. Même si Mektounif, je pense, est peut-être un peu plus préparé vu que sa saison est un peu plus réussie dans l'ensemble, un peu plus voilà. Euh... oh les raccourcis purée. Bon, écoutez, sur ce message très poétique de Vettel Spin, on va se quitter. Merci beaucoup d'avoir été aussi nombreux. Merci beaucoup d'avoir été aussi nombreux sur ce live. Merci beaucoup de m'avoir écouté déverser mon sel sur les commissaires de F4 France et sur le volant Richard Mille. Encore une fois, on souhaite tout le meilleur à Andy Consani qui est passé sur le live et aussi Yannis Steven Edens, à Taito Kato, à tous ces pilotes-là qui se retrouvent impliqués dans ce marasme bien malgré eux. Et donc voilà, écoutez, je vous dis, je sais pas quand sera le prochain live Twitch, dès qu'il y a des infos intéressantes ou voilà. Et d'ici là, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter, sur Insta, sur Feeder Series, sur YouTube. La rediffusion arrive dans la soirée. Et je vous souhaite à tous une très bonne soirée, une très bonne suite de semaine. Et à très bientôt. Salut, bye bye.